Aujourd'hui, Extra Naturel a rendez-vous comme chaque lundi avec Damien Lafont et Terra Cultura. C'est un rendez-vous hebdomadaire que nous nous sommes fixés ensemble. Avec nous, Damien Lafont, rédacteur en chef donc de Terra Cultura. Bonjour Damien. Bonjour Frédéric, ravi de retourner sur les ondes de Proxima et le podcast. Oui. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de dendrobates, de ces grenouilles qui vivent en Amazonie, et puis des reptiles. On a fait un petit tour de la faune sauvage d'Amazonie. Et cette semaine, vous allez nous emmener dans les grottes de Batu. C'est en Malaisie, pas loin de l'Indonésie. Mais j'aimerais qu'on rappelle un petit peu notre rendez-vous. Terra Cultura, c'est un groupement de photographes à la base, c'est ça, c'est un magazine en ligne, il faut le dire déjà. C'est ça. C'est un magazine en ligne qui est très récent et qui a formé autour de ça un petit collectif de passionnés, de photographes, alors de professionnels ou voilà, de passionnés, d'amateurs de nature, de culture et d'environnement au sens large. Et on s'engage tous les lundis à diffuser un article en fonction de nos thématiques et puis de rajouter des petites choses autour. Donc, comme un podcast avec vous et Proxima, comme le saviez-vous, et de temps en temps des petites vidéos qui vont aller sur nos thématiques. Et cette semaine, voilà, on repasse de l'autre côté de la Terre, on se retrouve en Malaisie et pour parler d'un sanctuaire assez spécifique qu'on trouve à côté de Kuala Lumpur. Alors, on va en parler. Puis, j'ai été surpris parce que vous m'envoyez pour préparer cet entretien un petit PDF succinct qui retrace à peu près ce que vous allez raconter. En allant sur votre site, je suis tombé sur une petite friandise que vous nous avez offerte. Petit plus. On parle des. C'est une vidéo, hein, vous êtes parti à la chasse, alors là, la chasse photo, hein, au Martin Toujours. Pêcheur. Alors, Martin Pêcheur ou Martin Chasseur? Alors, il y a une spécificité, effectivement, là, pour le coup, c'est Martin Chasseur. On a tendance à penser qu'au Martin Pêcheur, et là, dans ce cas-là, sur l'île de Bornéo, dans les mangroves, on a d'autres spécimens qui sont un peu plus gros en général. Donc, nous, on traite de Martin Chasseur qui vont manger plutôt des insectes et puis des petits crabes qu'ils vont trouver en bord de plage. Voilà. Donc ça, c'est un petit reportage vidéo que vous nous offrez, qui s'est intercalé. Vous étiez où alors à Bornéo, c'est ça? Sur l'île de Bornéo en Malaisie, on était dans la partie Sarawak. Donc, c'est une région de Bornéo et qui est entourée de mangroves. Il y a une faune et une flore incroyables. Et au détour d'une petite randonnée, on a trouvé une mangrove. Alors, on ne pensait pas faire cette vidéo et puis on a eu beaucoup de chance de pouvoir assister en fin de journée à ce spectacle de la nature. C'était vraiment très intéressant. Donc, on en a fait une courte vidéo, mais voilà, pour montrer un petit peu comment on peut capturer des images et puis la vie de ces martins pêcheurs, chasseurs, pardon, qui vivent sur leurs branches en couple. Très, 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 très intéressant. Vraiment Voilà, beaucoup de chance. on vous voit effectivement à l'action. Alors, on va rester en Malaisie puisque c'est là-bas que ça se passait. Et vous nous offrez cette semaine, donc c'est le reportage que vous publiez ce lundi. Vous nous emmenez dans les grottes de Batu. En anglais, ça donne Batu Caves. Un haut lieu de pèlerinage hindouiste dans le monde. Et vous nous racontez que c'est le plus grand hors de l'Inde. Exactement, oui. Alors, Batu en malais, en indonésien, ça veut aussi dire la roche. Donc, on voit que sur les images, c'est un endroit qui est assez grand. On a réussi à nous à capturer une image de drone pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de l'endroit. Mais quand on arrive à l'intérieur de cette grotte immense, elle peut accueillir effectivement un nombre de pèlerins et de touristes vraiment impressionnant. Donc oui, c'est un des plus hauts lieux de pèlerinage au monde pour les hindous. Et ce jour-là, alors moi j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. Ce jour-là, il y avait un peu de monde et on peut voir après dans les images voilà, que les gens se ruent vers ce temple intérieur. Alors il n'y a pas de grand temple, c'est vraiment un lieu de spiritualité qui est aussi, on va dire, entouré de faune et de flore locale. Il faut vraiment y aller pour voir l'impression que ça peut donner. Ça pourrait peut-être ressembler au gouffre de Padirac pour nous en France. Alors, c'est pas un lieu de pèlerinage, mais ou alors, par exemple, le sanctuaire de Lourdes, où on rentre un petit peu dans la montagne, etc. Voilà.
D'accord. Alors, quand vous y étiez, est-ce que c'était ce jour de pèlerinage ou est-ce que comment ça se passe? Vous nous racontez cette histoire des grottes qui sont exploitées depuis 1860, c'est ça? Exactement, ouais. Alors moi, quand j'y suis allé, c'était pas en janvier ni en février, c'est au moment où on retrouve ce festival qui rassemble des millions de pèlerins du monde entier. Ce jour-là, moi, c'était au mois de juin. Il y a des pèlerins toute l'année. Je crois que ça rassemble 1 million à 2 millions de visiteurs par an. Alors, il y a aussi beaucoup de touristes. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Indonésiens qui venaient de l'île de Sumatra et qui sont donc hindous et qui sont venus passer une semaine à Kuala Lumpur. Alors, il faut savoir que c'est vraiment proche de Kuala Lumpur. C'est aussi ce qui facilite peut-être on va dire le transport jusqu'aux grottes. Et ils viennent se recueillir, faire leurs offrandes. Mais non, c'était pas au mois de janvier-février. Si jamais vous y allez à ce moment-là, vous pouvez voir des cérémonies encore plus importantes et un nombre de personnes qui est vraiment incroyable, quoi. Et puis des gens qui marchent de très loin pour accéder aussi jusqu'aux grottes. Et c'est une ascension qui est pas si facile que ça parce que on se rend pas compte là sur les images, mais il y a 200, plus de 270 marches. C'est un peu physique, il fait quand même très chaud et ça se fait en plusieurs parties. C'est très coloré, c'est très agréable à voir. Ça se fait vraiment dans une bonne ambiance, quoi. Ouais, on le voit sur vos photos, effectivement, c'est très très coloré. Même les marches sur lesquelles on fait Ouais, l'ascension sont colorées et peintes. elles sont peintes de plusieurs couleurs, effectivement, et on a le temps de faire l'ascension en plusieurs parties, puisque, comme je vous disais, il fait assez chaud et c'est relativement engageant. Et quand on se retourne et qu'on regarde de l'autre côté, on a une vue incroyable sur Kuala Lumpur avec les tours Petronas. Et c'est intéressant de voir que pas si loin de la ville, on a quand même une partie de végétation avec aussi des animaux qui vivent dedans, quoi, des oiseaux endémiques, puis des singes, compris aussi partie voilà, du sanctuaire. Alors, je sais pas s'ils étaient là avant, mais en tout cas, ils font le spectacle pour les touristes. Et vous nous avez raconté dans ce reportage, vous le racontez en tous les cas, que ce sont pas des grottes naturelles, hein, si j'ai bien compris, ce sont des grottes qui ont été exploitées pour leur calcaire. Exactement, ouais, c'est que du calcaire. C'est une formation calcaire qui a plusieurs centaines de millions d'années. Et il y a aussi des chauves-souris qui nichent à l'intérieur. Et donc, ils se sont servis du calcaire et aussi du guano des chauves-souris pour l'agriculture et en fertilisant. Voilà. Alors ça, c'est à lire dans votre reportage et vous l'avez effleuré au début de cet entretien. C'est un pays euh, pluriethnique. C'est très bigarré. Le pèlerinage et l'accès à ces grottes n'est pas exclusif, c'est-à-dire que n'importe qui peut y aller. Ça me rappelle, parce que bon, on est dans un pays principalement musulman. Oui, euh, plus de 80% musulmans, oui. voilà, et donc il y a ce temple hindou dans un espace immergé dans la nature, et tout le monde y vient. Tout le monde y vient et tout le monde y vit en parfaite harmonie, si je peux m'exprimer comme ça. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que Kuala Lumpur, c'est vraiment une ville ouais, multiculturelle. Ça me fait un peu penser à Londres ou à des villes comme à l'île de Bali aussi, où toutes les cultures, les religions sont mélangées et il y a un bon vivre, un savoir-vivre ensemble qui est partagé. C'est vraiment intéressant. Et puis, ils pratiquent pas tous non plus le même hindouisme, mais il y a comment un retour aux sources où il y a un mode de communion qui traverse le monde en fait. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est vrai que ça se ressent pas. On voit les édifices religieux, on va pouvoir reconnaître, mais il n'y a pas de pression religieuse sur cette partie de la ville. Moi qui étais la dernière fois à Bornéo dans le Sarawak, il y a beaucoup de Chinois qui sont venus de troisième, quatrième génération donc, dans ces endroits-là de l'île de Bornéo. Et il y a eu une mixité aussi avec d'autres ethnies, des tribus, les Bidayous par exemple, qui ont un savoir-faire et une façon de vivre particulière, mais qui vivent aussi avec ce mélange et puis l'arrivée des nouvelles tendances aussi, quoi.
c'est vraiment intéressant de voir que c'est possible. Moi, c'est pour ça que j'aime aller là-bas. C'est de premier abord, on peut être un peu surpris parce qu'on ne peut pas se rendre compte quand on part en Asie de savoir qu'on est dans un pays musulman. C'est pas la même vision. C'est pratiqué différemment. C'est une ouverture qui est Oui, très très c'est pas le même importante. islam. Moi, je suis tenté de faire le parallèle. Alors, vous parlez de Londres, mais j'aimerais faire le parallèle pour ceux qui nous lisent, peut-être qui sont peut-être plus principalement en France, puisqu'on rédige en Ouais, français. Euh, Vous vivez, vous êtes partagé entre les deux. Vous avez la moitié ouais. de votre vie en Indonésie. Donc, c'est pour ça que vous nous proposez d'ailleurs ces reportages dans ce coin d'Asie du Sud-Est. Euh, Si vous deviez faire un parallèle entre la France et la Malaisie ou l'Indonésie, ce mélange des populations, des religions, on a l'impression, donc, c'est ce que vous étiez en train de dire, que on pratique pas le même musulmanisme là-bas qu'ici. Alors, Comment vous le ressentez, c'est ça? pas une question évidente parce que moi, je suis partagé entre les deux régions du monde. J'ai mon attachement à la France parce que je suis français et que j'aime la France. Et puis j'aime aussi la multiculture, enfin, je veux dire, tout ce l'ouverture au monde, et c'est ce que je retrouve plus facilement en Asie du Sud-Est. Je trouve que c'est plus facile, mais c'est inscrit aussi dans les textes. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on sait que quand on est en Indonésie, on est dans un pays musulman, et c'est écrit, par exemple, sur les cartes d'identité des gens. Quand on va donner sa carte d'identité, il y a la religion dessus, si on est catholique, si on est hindou, si on est par un bouddhiste, peu importe, ou musulman, c'est écrit dessus. Et nous, on est dans une culture de la laïcité où c'est ouvert à tous, mais on n'a pas ce besoin de le montrer. Donc, c'est assez différent. Il y a un parallèle où on peut le voir par rapport aux cérémonies en Asie. On peut y participer. C'est-à-dire que d'être d'une autre religion ne nous empêche pas de participer directement à la communion. On est même parfois invité à suivre. C'est ce qui se fait beaucoup à Bali, c'est ce qui se fait aussi sur les cérémonies hindoues sans problème en Malaisie. On peut suivre cette cérémonie si on est, enfin, si on est habillé de la bonne façon et qu'on respecte ce côté traditionnel. C'est quelque chose qui est un peu plus fermé peut-être en France où on ne va pas aller inviter n'importe qui à notre mariage ou à notre enterrement. On a plus de facilité à assister de l'autre côté. Voilà, à un enterrement qui est pas non plus, je vais pas dire que c'est une fête, mais c'est un passage dans une autre vie aussi et on a plus d'accès à ça qu'en France, je trouve. Ouais. Peut-être un peu plus ouvert de l'autre côté du monde, disons. Enfin, c'est mon Oui, ressenti. Hein. alors, il y a un mot là que j'ai retenu que vous venez de dire, c'est la laïcité. Mhm. Est-ce que justement, ce serait pas la laïcité qui ferait un blocage, peut-être, au-dessus des religions, au-dessus de la culture, qu'on ressentirait en France et peut-être, est-ce qu'on retrouve cette notion de laïcité? Vous disiez que sur les cartes d'identité en Indonésie, c'est clairement indiqué, Ouais, c'est la clairement indiqué. religion est Ouais. indiquée. Ouais, c'est clairement indiqué, mais comme à l'école où on va retrouver. Alors, il y a des écoles qui sont, on va dire, ouvertes à tous, mais qui vont plutôt être dans des écoles internationales où on va retrouver tout le monde, en fait. Bon, elles ont un prix. Les écoles publiques, par exemple, à Bali, elles vont plutôt s'ouvrir aux enfants balinais qui sont, voilà, qui vont apprendre la langue balinaise, etc. De l'autre côté, ouais, c'est écrit sur les cartes d'identité, ça peut être un peu choquant. Euh, au premier abord, mais en fait, moi, maintenant que j'ai pris ça comme coutume, quoi. Ça me choque pas de savoir qu'un tel ou un tel est de telle religion ou ne l'est peut-être pas, mais ils ont une obligation de le noter. Ici, ouais, effectivement, c'est inscrit dans les textes depuis enfin, une centaine d'années maintenant, plus de 100 ans, donc on a peut-être cette pression au-dessus de la tête pour se cacher, mais c'est pas pour autant qu'il faut le démontrer, je pense, dans la vie de tous les jours. On peut le garder pour soi aussi. C'est ce que j'aime bien aussi en France, de pouvoir garder pour soi aussi ce dont on croit, ce dont on ne croit pas, mais de pas l'exprimer non plus aux yeux de tous. Je pense que c'est bien. C'est vraiment différent. Je pense qu'il fait vraiment la différence entre les deux régions quoi, du monde. Un côté ouvert, mais
finalement, l'ouverture, elle n'oblige pas à la pression, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un groupe d'hindous que les musulmans vont prendre parti. Ils vivent normalement. Et c'est ça que j'aime. Et je ne sais pas si c'est applicable maintenant en France ou en Europe avec notre système qui est assez, on va dire, protecteur, quoi. Oui, Donc, cloisonné peut-être, c'est assez compliqué, ouais. un peu C'est plus un sujet qui est quand même, cloisonné. un sujet qui est quand même, qui est difficile à aborder. Je pense que les deux sont faisables, mais ça dépend de l'ouverture d'esprit aussi de la population, quoi. D'accord, Alors, donc évidemment, de l'autre côté, on va trouver aussi des gens qui sont très, très stricts, avec lesquels ils vont pas accepter. Ça, c'est partout dans le monde, hein. Mais moi, de ce que je vois en général dans la vie de tous les jours, on est très, très bien accueillis. Ils ont cette tendance à vouloir aussi nous exprimer leur tradition, qu'on puisse comprendre aussi, parce que c'est parfois un peu déroutant de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Déjà, c'est très coloré, c'est très bruyant, et puis ça reste une fête aussi, quoi. Une fête, mais un moment de recueil, voilà, et de réflexion. ok, bon. Merci Damien Lafont. Vous êtes, je le rappelle, rédacteur en chef de Terra Cultura qu'on peut retrouver. Donc vous pouvez retrouver ce très beau reportage avec de très belles photos de Batu, du lieu de pèlerinage de Batu Caves. C'est en Malaisie, c'est des paysans, c'est très coloré. Je vous invite tous à aller le voir sur le site donc terra-cultura.com. Et puis on va se retrouver puisque c'est un rendez-vous hebdomadaire. On se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, vous savez déjà de quoi on va parler? Je sais de quoi on va parler. On est presque on va dire dans la même région, puisque c'est à Singapour, et on va parler la, des tours végétales, de comment la ville a pu remettre un petit peu de verdure dans cette grande mégalopole. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a des résultats qui sont probants. Donc, vous allez voir ça dans le prochain article avec de très belles photos de nos photographes de chez Terra Cultura. Voilà, ça on n'en doute pas parce que effectivement on voit le métier de photographe derrière, c'est très beau. Et je sais qu'il y a un très beau parc à Singapour, Et il y très en a plusieurs, naturel. ouais, Ouais. très très naturels et c'est une ville aussi qui est assez intéressante, mais c'est un peu comme Kuala Lumpur. On a cette diversité culturelle qui est très intéressante. Mais Bon, promis, eh ben, on va on s'arrêter là. changera, Il faut pas en dévoiler trop, hein. mais on changera de région par la suite. On partira d'autres endroits du monde. Voilà, donc impatient de découvrir ce nouveau photoreportage la semaine prochaine avec vous, Damien Lafont. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, Frédéric. Au Au revoir. revoir.